Bon, bienvenue à tous. Merci de vous être connectés à ma présentation. Donc, on va aborder les troubles 10 et puis on va l'aborder par rapport à l'agilité, en fait. Donc, la grande question, c'est est-ce que les troubles 10 sont un avantage en agilité ou est-ce que l'agilité, c'est un avantage pour les personnes qui ont des troubles 10? L'agenda va être assez classique, c'est-à-dire on va d'abord aborder des généralités et des précisions sur qu'est-ce qu'on entend par trouble 10. L'intérêt pour moi derrière ça, c'est de faire le tri entre ce qu'on peut, on peut parler de dysfonctionnement ou de fonctionnement 10. Donc on va aller de quelque chose de général jusqu'à des choses plus précises. Ensuite, l'agilité et sa philosophie au travers des principes connus. Ah, il y a un autre... non, je crois qu'il y a un autre groupe qui s'était connecté. Et puis enfin, en conclusion, quel parallèle on peut faire avec l'accompagnement d'une transformation agile. Et on aura 5 minutes pour échanger. Donc, vous pouvez garder vos questions, soit vous les mettez directement dans le chat, soit vous les gardez pour vous et puis on en discute à la fin. Donc, quelques informations générales déjà sur les troubles 10. Donc, c'est les troubles de l'apprentissage. C'est reconnu comme un handicap par l'OMS depuis 1993. Donc, ce qui est important de savoir en termes d'informations générales, peu importe après les troubles 10, dyslexie, dysorthographie qu'on va voir après, c'est qu'il y a toujours une notion de degré. On est plus ou moins 10. Autre chose à savoir, c'est qu'on est 10 toute sa vie. On est dyslexique, dysorthographique, toute sa vie. Et donc forcément, comme il y a des degrés et qu'on l'est pour toute la vie, il n'y a pas une personne qui va fonctionner de la même façon. Pareil, autre information générale, on considère... Alors, je ne trouve pas de chiffres stables sur le sujet. En fait, je lis souvent des articles qui parlent de chiffres au niveau France, au niveau mondial. Bon, personne n'est d'accord sur le sujet. Je pense que c'est compliqué de mesurer puisque le diagnostic est aussi compliqué. Donc, on dit en général entre 10 et 15. Donc, moi, j'ai arbitrairement mis entre 10 et 20. Donc, j'ai arbitrairement mis 15 comme chiffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, on en connaît tous, on en a tous dans notre entourage. Chez les enfants, il y en a dans chaque classe. Et dans le monde professionnel, on est entouré par des gens qui ont des troubles 10. Donc, concrètement, au niveau du cerveau, je n'ai qu'une slide sur le cerveau, je vous rassure. Enfin, je me rassure surtout, parce que je serais incapable de vous commenter une série de slides sur le cerveau. Mais en gros, chaque zone du cerveau a une spécialité. C'est un peu comme une équipe agile. Chacun a son rôle dans l'équipe, chacun a sa spécialité et c'est l'ensemble des fonctionnements qui permettent de réfléchir, qui permettent d'être dans la logique, etc. Et donc, chez les 10, ce n'est pas forcément les bonnes zones qui s'activent au bon moment. Voilà. On a vraiment après il n'y a pas la vue là gauche-droite, mais gauche-droite en fait il y a aussi des spécificités du langage, de la motricité, etc. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur quelle spécialité par zone, mais il y a des spécialités par zone dans le cerveau. Du coup, les facteurs des troubles 10, c'est souvent des facteurs. Il y a 3 types de facteurs. Il y a les facteurs génétiques, les facteurs, on dit neuroanatomiques, donc c'est souvent d'ailleurs au niveau du lobe frontal que ça se situe, et puis des facteurs psychologiques. Mais en gros, tout cerveau est différent et bien sûr, tout symptôme, enfin toute différence est relative par rapport à ça. Dernier élément général, c'est faire le lien sur tous les types de mémoire. Donc là, on voit le cerveau, mais d'un point de vue, qu'est-ce qui retient et qu'est-ce qui est capable d'utiliser dans un second temps. Donc, il y a plein de types de mémoire. Il y a la mémoire perceptive, c'est la vue, etc. C'est tout ce qui nous permet, c'est les entrants, quoi, en fait, de notre système. La mémoire à court terme, c'est souvent, on parle d'ailleurs de mémoire de travail, en fait, c'est celle qu'on utilise, c'est mémoire vive, qu'on utilise pour réfléchir. Et puis après, il y a les mémoires dans lesquelles on vient puiser ses connaissances. Et donc, dans ces mémoires-là, ce qui est commun à l'ensemble des 10, c'est que la mémoire automatique, elle dysfonctionne. Parfois, donc,
on parle de degrés, hein, parfois elles ne fonctionnent pas du tout, parfois elles fonctionnent mal, parfois elles fonctionnent de manière aléatoire. Mais en gros, c'est comme si on disait le cerveau d'un 10 sur des tâches automatiques, comme il n'arrive pas à automatiser la partie, la 10 en particulier, il fait que du travail manuel. Il ne fait pas de travail automatique, le cerveau. Donc forcément, il est plus fatigué. Par contre, ça veut dire aussi que comme ce n'est pas toujours la bonne zone qui s'active au bon moment, il y a des compétences différentes et il y a des qualités qui peuvent être différentes de personnes qui n'ont pas ces troubles 10. Voilà, ça c'est pour les informations générales. Si on rentre dans le détail, aussi pour vous partager en fait, parce que souvent on parle de dyslexie et c'est un peu le mot générique qu'on emploie pour tous les troubles 10. Maintenant, on commence quand même à connaître de plus en plus de choses sur le sujet. Donc, on parle plus maintenant de troubles 10 ou de troubles de l'apprentissage, d'atypisme, de neuroatypisme. Il y a plein de vocabulaire maintenant pour expliquer. On en parlait tout de suite avec Patrick, mais il y a aussi multidys, par exemple. Avant, on disait comorbidité, le truc affreux dont on a entendu parler d'ailleurs à cause du Covid, mais comorbidité, c'est terrible comme mot, mais ça veut dire voilà, d'avoir plusieurs 10. Donc, dans les 10, il y a dyslexie, c'est la plus connue. C'est la difficulté à automatiser. Donc, à chaque fois, c'est une difficulté d'automatisation. C'est vraiment le cerveau qui n'arrive pas à automatiser le mécanisme pour reconnaître les mots et qui n'arrive pas à automatiser la mémorisation. Donc, en fait, c'est à deux niveaux. Hein. Ça va être sur la mémoire de travail, c'est la rapidité pour aller chercher. Et forcément aussi, la façon dont on a stocké les infos. Si on n'arrive pas à les stocker correctement, le cerveau, il ne peut pas automatiquement donner le résultat. Donc, on va avoir des difficultés avec les lettres, avec les mots. Donc, en fonction de la gravité, on va dire, de la dyslexie, on va avoir des difficultés vraiment de déchiffrage, mais aussi on va avoir des difficultés de compréhension de ce qu'on lit. Voilà. Donc, souvent, un dyslexique, les mots, ils n'ont pas de sens. Les mots, ils n'ont pas de sens, ou en fait, si, ils ont un seul sens. Donc, souvent, ce qui va poser problème aux dyslexiques, c'est la contextualisation normative, là, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, en fonction du contexte, quand on utilise un mot, il ne veut plus dire la même chose. Bon, ça, c'est très compliqué à gérer. Donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, les enfants dyslexiques, ils ont non seulement du mal à déchiffrer, à lire, mais aussi à comprendre les consignes. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, j'ai envie de dire, les consignes. Souvent, on a réussi à apprendre à lire avec plus de difficultés, mais on y arrive. Par contre, par exemple, les consignes sur, sous, dessus, dessous, très compliqué, puisque c'est au niveau en fonction du contexte, ça ne veut pas dire la même chose. Donc ça, c'est difficile pour un 10. Ça veut dire aussi potentiellement passer énormément de temps au déchiffrage. Comme la mémoire automatique, elle se met très difficilement en place, on va la compenser avec d'autres types de mémoire, ou alors ça va être très long. Mon fils, j'ai mis 3 mois en CP, tous les soirs quasiment, on faisait le OU. Et tous les soirs, j'ai O et U, ça fait OU. Et tous les soirs, il avait oublié. Donc voilà, c'est ce genre de choses en fait. C'est ça aussi, la compréhension des consignes. Écrire en chiffres les nombres suivants. Ah oui, le nombre qui suit 17, c'est 18. Voilà. Mais dans un contexte de consigne, on doit le comprendre différemment. Un dyslexique, il va le comprendre de manière sens unique. À sens unique. Ça va être ça aussi, complète avec ou. Donc ça donne des compréhensions assez cocasses des choses de fait. Voire même, j'imagine que l'élève qui a mis ou, il a dû se dire, mais quel exercice idiot de compléter avec ou. Sûrement, il a dû se dire ça, mais il l'a fait jusqu'au bout. Donc, chapeau à lui ou à elle. Un autre 10, donc il y a la dyslexie, c'est la difficulté avec les lettres, avec le déchiffrage, avec la compréhension aussi de ce qu'on lit. Et puis, il y a la dysorthographie, qui est un peu le pendant, en fait, de la dyslexie pour l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la vue globale des mots. Ça, c'est un exemple, ça, c'est un de mes enfants que j'aime beaucoup. Il est encore affiché chez moi, mais voilà, on déclare la guerre. Donc, c'est vraiment pas uniquement une problématique d'orthographe. Bien sûr que c'est une problématique d'orthographe. On ne va pas mémoriser de manière automatique l'écriture des mots, les règles de grammaire, les règles de conjugaison, mais on va aussi avoir
avoir des difficultés à découper les mots par rapport à ça. Voilà. On va associer des sons, toute la partie, c'est vraiment dans la continuité du déchiffrage de la dyslexie. Il y a la dyscalculie aussi. Donc la dyscalculie, c'est comme la dyslexie mais avec les chiffres. Donc on a difficulté à appréhender les chiffres eux-mêmes et aussi automatiser la logique des opérations, la logique mathématique. Donc il y a vraiment une difficulté avec automatiser les chiffres et les calculs. Potentiellement, ça veut dire on est capable de calculer à l'oral 11 plus 6, ça fait 17. Mais par contre, on ne sait pas écrire 17. On n'arrive pas à faire le lien entre les deux. On ne se souvient plus si 17, quel est le symbole du chiffre 7, par exemple. Donc, ça, donc ça, c'est des exemples aussi. Ça peut être, bien sûr, c'est l'écriture à l'envers qui perdure. Là, il y a des exemples, il y a un peu de tout. Il y a la logique mathématique, il y a la suite de chiffres. Je ne sais pas si... Non, c'est tout. Ça va être aussi la dyscalculie, ça va être aussi les difficultés à compter de 10 en 10. Souvent, c'est assez révélateur. Hein, il y a une grosse différence souvent entre la capacité à l'oral et la capacité à l'écrit. C'est pour ça que c'est souvent lié finalement à la dyslexie. Hein, c'est vraiment le pendant avec les chiffres. Ou aussi la difficulté de compter à rebours. Parce que la comptine des chiffres, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est une poésie en fait. Il n'y a pas forcément... on peut le retenir sans qu'il y ait de sens. Compter à rebours, il faut avoir déjà enregistré la logique mathématique. Ensuite, j'enchaîne. Hein. À la fin, je vous interroge. Hein. Non, je déconne. Je ne vous interrogerai pas, mais j'enchaîne quand même. Il y a la dyspraxie. Donc, la dyspraxie, c'est l'automatisation des gestes, du contrôle des gestes. C'est les repères spatiaux et temporels. Donc, c'est se mouvoir dans l'espace. Ça va être se cogner systématiquement dans ses meubles de sa chambre, tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, dans notre quotidien, en fait, on n'a pas de repères spatio-temporels. Et pareil au niveau du temps. Souvent, les enfants, c'est normal, ils ne savent pas s'ils sont le matin, hein, quand ils sont tout petits, quand on les interroge, ils ne savent absolument pas si c'était le matin, le midi, à quel moment de la journée on est. Et c'est une incapacité à se repérer dans le temps qui peut perdurer plus qu'à la normale. Voilà. Et ça va être donc les deux aspects. Enregistrer, se repérer dans le temps, dans l'espace, et puis aussi être en capacité de réaliser, en fait, voilà, il y a l'automatisation de la motricité en tant que telle. Ça va être aussi, typiquement, des choses plus fines, qui sont plus difficiles à percevoir, mais coller une feuille, utiliser ses couverts. Voilà. Tout ça, c'est dans le domaine de la motricité qui peut être plus fine, qui peuvent plus passer inaperçues, mais qui peuvent rentrer dans une dyspraxie. Et ça peut être, si on est sur des degrés différents, par exemple, être en incapacité de faire du vélo. Donc là, c'est vraiment de la psychomote. Et donc, j'ai mis dyslexie, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Non, la dyspraxie. La dysgraphie. La dysgraphie, c'est se repérer dans la feuille. C'est-à-dire, c'est comme la dyspraxie, repère spatio-temporel, donc c'est moi dans l'espace. La dysgraphie, c'est moi dans la feuille. Donc, c'est exactement pareil, c'est l'automatisation. Par exemple, un dysgraphique, il ne comprend pas le concept, ou elle, je dis tout le temps il, parce que j'ai 2 petits garçons, mais je suis aussi une fille, elle. C'est pas comprendre le concept de la marge et des lignes. Dysgraphique. Voilà. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose induit, en fait. C'est un peu comme les consignes de savoir que le mot suivant, en fonction du contexte où il est employé, ne veut pas dire la même chose. Bon, les lignes et les colonnes et du coup la marge, c'est vraiment pas un concept pour un dysgraphique. Ça veut dire un passage à l'écrit qui est difficile, une certaine lenteur de réalisation pour le coup. Et puis, voilà, c'est pour montrer, hein, c'est l'utilisation des cahiers sans forcément... Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours sale, mais c'est voilà, le concept de marge qui n'est pas pris en compte. Alors, ça, c'est mon fils aussi, on voit aussi un peu de dyscalculie. Et du coup... ce que j'aime bien, en fait, moi je l'adore, ce truc, c'est il avait pris un bout de papier et puis il m'a fait la suite des nombres en chiffres et en lettres. C'était la première fois qu'il faisait ça. Et donc, en fait, lui, le concept de ligne ou de colonne ou je sais pas quoi, ou de logique, tu vois,
tendance à vouloir qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5, puis après qu'il aille sur une autre ligne ou qu'il fasse en colonne. Bon, voilà, là, on se rend compte que voilà, c'est comme ça dans la tête d'un dysgraphique, par exemple. C'est dans tous les sens. Et enfin, le dernier quelque chose, c'est la dysphasie. Donc, la dysphasie, alors, pour être précis aussi, on parle plus d'un syndrome qu'un trouble. Là, c'est le manque d'automatisation du langage parlé. Donc, c'est une incapacité à formuler. Donc, comme à chaque fois, en fait, il y a toujours deux aspects. Hein. Il y a la production en elle-même, c'est-à-dire la difficulté à prononcer, à articuler, et puis la difficulté à construire une phrase dans sa tête. Donc voilà, c'est des difficultés à deux niveaux à chaque fois. Là, on est bon, sur les autres troubles 10, on peut vraiment parler d'handicap un peu invisible. En tout cas, quand on n'y prête pas attention, c'est assez invisible. Sur la dysphasie, on est quand même à la limite de l'invisibilité, puisque c'est très handicapant pour la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher le pain tout seul quand on est un enfant, par exemple, qu'on grandit. Voilà. Donc, c'est plus visible. C'est plus de l'ordre du visible. Ça, c'est un exemple de multidis. Donc là, on a un peu de tout. On a des chiffres à l'envers, on a des mots qui sont pas découpés correctement. La marge, un coup, on est sur la marge, un coup, on n'est pas sur la marge, etc. Donc, ça donne une idée de l'envie de faire, mais la difficulté d'automatiser tout, en fait. Voilà. Quand on est sur des tâches multiples, c'est plus compliqué. Et puis le dernier, qui fait partie des troubles 10 ou les troubles de l'apprentissage, qui ne s'appelle pas 10 quelque chose, mais qui fait partie de cette catégorie en fait, qu'on peut regrouper, c'est les TDA. Donc TDA, ça veut dire trouble du déficit de l'attention. Et c'est un trouble à 3 dimensions. Donc c'est l'impulsivité, l'hyperactivité et l'inattention. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on parlait surtout des enfants hyperactifs. C'était comme ça. Enfin, moi, je sais que quand j'étais jeune, on parlait d'hyperactivité essentiellement. Maintenant, on commence à en savoir de plus en plus sur ce trouble de TDA. Et le H, il est entre parenthèses, c'est-à-dire que on peut être TDA sans avoir d'hyperactivité ou d'hyperactivité visible. De toute façon, là, dans les 3 cas, dans ces 3 dimensions, en fait, c'est une hyperactivité neurologique. Donc, on peut être en hyperactivité dans sa tête, mais pas que ça soit forcément visible pour le reste du monde. Voilà. Je vous ai mis pour l'anecdote la façon dont souvent on parle des troubles, souvent hyperactivité, en disant mais il est ingérable, il est juste pas possible, voilà, ou mal élevé, insolent et maladroit pour l'inattention. Donc, c'est souvent des jugements en fait qui sont portés sur ce trouble à 3 dimensions. C'est celui des troubles 10 qui a la plus mauvaise réputation et avec un grand risque de maltraitance volontaire ou involontaire parce que c'est difficile de cerner. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a des degrés. Donc, pareil, dans le TDA, il y a des degrés. Et puis, il n'y a pas un seul profil qui se ressemble. Donc, c'est très compliqué, en fait, d'être face à ce genre de personnes, de comportements et surtout enfants. Voilà. Donc, justement, pour revenir sur la notion de garçon et de fille, en fait, c'est 3 à 4 garçons pour une fille sur ce trouble en particulier TDA. Non pas qu'il y ait plus de garçons que de filles qui aient un TDA, mais parce qu'en fait, on arrive plus facilement à le diagnostiquer sur les petits garçons que sur les petites filles. Parce que les petites filles, on les traite, entre guillemets, pas de la même façon. Et donc, du coup, il y a automatiquement un mécanisme de compensation personnelle qui se met en place. Donc, voilà, comme on n'attend pas les mêmes qualités d'un petit garçon et d'une petite fille, souvent, on diagnostique moins les petites filles qui ont un TDAH. Par contre, adulte, on reste TDA. Alors, il y a 20% qui arrivent complètement à finalement, alors c'est pas guérir, hein, mais c'est à faire en sorte de dépasser en fait ces difficultés. Et il y a quand même encore 50% des adultes qui ont des problématiques d'inattention
Et donc, dans les TDA, il y a aussi cette déviance que pour le coup, si au niveau du cerveau, en fait, on est vraiment sur le lobe frontal, c'est-à-dire tout ce qui va gérer les inhibitions, les relations sociales. Donc, forcément, c'est souvent des personnes qui vont faire des choses plus risquées que la moyenne. Donc, il y a un risque de délinquance chez les TDA qui est plus élevé. Je ne vais pas vous parler de haut potentiel d'HPI. Faut savoir que ça peut faire partie justement de ces profils atypiques. Un TDA peut cacher un haut potentiel peut réussir à compenser ou cacher son TDA. Donc, c'est souvent des thématiques où on va retrouver un peu les mêmes profils, les mêmes atypismes. Voilà, c'est une difficulté à avoir une stratégie pour travailler, à avoir se confronter aux autres, par exemple ne pas attendre son tour de parole, se disperser, avoir une capacité de travail très très courte. Voilà. C'est toutes ces petites choses-là. C'est aussi en fait pour en résumer, en fait, là, c'est la constellation des 10. Alors, je me dis, la constellation des 10, on aurait presque, ça donne envie, en fait. Je trouve ça beau de dire ça comme ça. Au final, c'est des difficultés qu'on peut relier. En fait, il y a la dyslexie qu'on peut relier à la dyscalculie, la dysorthographie. Je montre, mais vous voyez absolument pas ce que je montre. Hein, donc, j'espère que vous arrivez à suivre quand même. Et puis, la dyspraxie qu'on peut relier à la dysgraphie. Hein, la dyspraxie, c'est dans l'espace. La dysgraphie, c'est vraiment dans la feuille. Donc, souvent, c'est lié. Les deux. La dysphasie qui est un peu à part et le TDA aussi. Et c'est des fonctionnements, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de dysfonctionnement et puis aussi de fonctionnement 10. Parce que comme ce que je vous disais au début, c'est que ce n'est pas forcément les bonnes zones. Donc, il y a des domaines où ces profils-là, ils ne vont pas être bons. C'est-à-dire pour automatiser, pour les tâches répétitives, pour tout ce qui est normalisation, méthode. Par contre, c'est souvent des profils qui sont très créatifs, qui sont qui s'adaptent très bien aux situations. Forcément, déjà, de fait, souvent l'école n'est pas faite pour eux. Enfin, c'est plus difficile, il faut s'adapter. Les consignes, par exemple, il faut s'adapter. Donc, forcément, c'est des super agents du changement. Et c'est des gens qui ont besoin, en fait, qui ne sont pas attachés en fait à tous ces automatismes qu'on a. Donc c'est aussi une qualité dans le sens où, par exemple, les dyslexiques, dysorthographiques, voire même les dyspraxiques, dysgraphiques, ils vont avoir plutôt tendance à avoir une vue globale des choses. Il y a des gens qui vont être capables de synthétiser, ce qui est assez cohérent, parce que finalement, en fait, ils ont plutôt de mal avec le détail, ils ont plutôt du mal avec la lecture des phrases, le sens des mots, mais par contre, le sens global, en fait, ils vont du coup, ça fait partie un peu du jeu, c'est avec la stratégie pour aller plus vite à l'info. Comme on a des difficultés à lire, on va lire en diagonale. Par exemple, on va lire que les mots importants, on ne va pas essayer de lire toutes les phrases. Donc, il y a une certaine cohérence en fait entre les difficultés d'un côté et puis les douances de l'autre. Donc voilà, ça c'est la constellation des 10. Maintenant, j'arrive au lien avec l'agilité. Donc, je vais vous passer ce que c'est que l'agilité. Je compte sur vous pour connaître le B.A.B.A. Juste pour vous dire que voilà, c'est des slides que je présente dans d'autres contextes pour expliquer un peu plus ce que c'est que l'agilité. Donc ça, je passe. Mais en gros, l'agilité, ça peut constituer 3 stratégies par rapport au trouble 10, au trouble de l'apprentissage, de la compensation, de la rémédiation et de la révélation. Donc voilà, c'est révélation au sens, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant par rapport à un fonctionnement 10 voilà. Et pas seulement réfléchir à la difficulté ou au dysfonctionnement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a déjà en natif dans l'agile qui peut permettre des compensations, voire même permettre de la rémédiation. Alors, à chaque fois, j'hésite. Des fois, je change, je mets rémédiation, je mets souvent, les enfants, ils vont chez l'orthophoniste pour faire de la rééducation. Mais avec l'agilité, on peut faire de la rééducation ou de la rémédiation. Je n'arrive pas à me décider sur quel mot est le mieux. Donc là cette fois-ci, vous avez rémédiation. Voilà. Donc, on va aborder, c'est moi, hein, mais on va aborder les différentes thématiques qui sont des thématiques agiles qui permettent de se dire, tiens, là, pour les 10, on est dans de la compensation, de la rémédiation, de la révélation. Donc, en gros, est-ce que ça a un avantage d'être 10
dans un modèle agile, ou est-ce que l'agilité va vraiment apporter quelque chose au 10? Donc la résolution de problèmes, voire même la résolution de problèmes complexes. Ben là, on est clairement dans de la révélation. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, quand on veut résoudre des problèmes, c'est super intéressant d'avoir des profils différents, d'être vraiment inclusif dans la manière dont on résout les problèmes et d'avoir des façons de penser qui sont différentes. Donc là, pour le coup, d'avoir quelqu'un qui fonctionne de base de manière différente dans sa tête, ben, ça peut être super intéressant. Hein, ce qui est simple pour moi, ça peut être compliqué pour toi et inversement. Hein, donc, super intéressant. Et d'une manière générale, les 10, ils ne sont pas très forts en tâches répétitives. Par contre, ils sont très friands de résolution de problèmes complexes. Et puis souvent, en agilité, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on regarde les résultats. Finalement, il n'y a pas... on n'est pas dans ben, on va faire de l'analytique. En fait, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a une certaine ouverture à la façon dont on résout les problèmes. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les troubles 10. Typiquement, le mind mapping, c'est un schéma de pensée qui dépasse, c'est un peu comme le cahier avec les lignes et la marge, en fait. Le mind mapping, on n'a pas besoin de trier ou faire d'arborescence, hein. C'est un peu comme si on taguait l'info. Donc, pour le coup, c'est un outil de représentation, un schéma de pensée qui dépasse vraiment les codes établis. Ça peut être voilà, la pratique du codev aussi, typiquement, c'est une façon de faire qui peut être vraiment révélateur pour des schémas de pensée qui sont... les gens ne savent pas forcément expliquer. Hein. Il y a aussi le côté intuition. Souvent, ces gens sont très intuitifs et puis ils ne savent pas expliquer en fait comment ils en sont arrivés à ce résultat ou cette idée. Mais par contre, c'est un cadeau qu'ils font en groupe. Mon fils, il a une méthode pour retenir les tables de multiplication que je trouve alambiquée, où il commence à additionner à partir de 5 et tout ça. Bon, il y arrive, donc très bien. Voilà. Deuxième thématique, apprendre de ses erreurs. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc très important en agilité, c'est vraiment ça qu'on va chercher. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? D'ailleurs, moi-même, en préparant cette presse, hier, je me suis dit, oh, ouais, ben, en ce moment, j'apprends pas assez de mes erreurs, je veux dire, j'apprends pas. Voilà. Donc, en agile, c'est hyper important de toujours se positionner comme quelqu'un qui va apprendre toute sa vie et puis de considérer qu'il y a plein de façons d'apprendre. Il y a lire des livres, mais il n'y a pas que lire des livres aussi. Souvent, apprendre de ses erreurs, c'est aussi quand on est dans la transmission. Donc là, c'est pareil, on est en plein dans les valeurs de l'agile. Mais déjà, voilà, typiquement, quand on expérimente quelque chose, ben, on va apprendre plus. Et puis, quand on enseigne à quelqu'un d'autre, encore plus. Donc là, on est vraiment dans... C'est un débat, hein, là. Est-ce que c'est de la compensation, de la révélation ou de la révélation? Moi-même, je me dis, ah, mais là, c'est un peu de la révélation, ça, c'est de la compensation, etc. Mais c'est surtout pour se poser la question de se dire, bah, qu'est-ce que ça apporte? Et clairement, le fait d'être en capacité d'apprendre toute sa vie, c'est une chance pour les 10, puisque justement, souvent, c'est un processus qui est plus long pour eux, en fait, d'apprendre de ses erreurs. C'est plus difficile. Un TDA, il va lui falloir beaucoup plus d'erreurs pour apprendre de ses erreurs. Mais donc, du coup, bah, l'agilité, étant donné qu'on est dans cette dynamique d'apprentissage continu, bah, c'est un cadeau qu'on fait. Voilà. Typiquement, pour les enfants, c'est correction immédiate. Et dans notre monde agile, ça correspond à ben, on fait du feedback à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait du feedback produit, on fait des rétrospectives, on teste, etc. Troisième principe, troisième sujet agile, la motivation et le sens. Donc là, clairement, la motivation, c'est chimique, hein. C'est une production de dopamine. Et souvent, c'est quand même compliqué de trouver de la motivation sur les profils 10 et TDA. C'est une notion, c'est le fameux... Alors, c'est rigolo parce que ce matin, du coup, j'ai assisté moi aussi à la conférence de... j'ai oublié son prénom. Grégoire Grégory Alexandre. Et il a parlé de cette fameuse phrase là, quand on veut, on peut, qui est horrible. Enfin, c'est horrible cette phrase. Mais moi-même, je l'ai dit, hein, je fais attention, je ne la dis plus. Mais non,
c'est pas aussi facile que ça. C'est pas quand on veut, on peut. Il y a un vrai sujet de motivation et de sens, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc là, c'est un exemple en fait de comment utiliser comment mettre en place de la motivation, puisque on les dit, voilà, les tâches répétitives, faire tout le temps la même chose, c'est fastidieux. Donc forcément, il y a une notion de récompense, de reconnaissance, de confiance en soi qui est hyper importante. Voilà. Donc là, on est bien dans la compensation parce que souvent, la motivation, un 10, il va en manquer naturellement, en tout cas pour faire des tâches, pour travailler, clairement. Et puis, dans notre monde agile, ça aussi, ce que je trouve intéressant, c'est voilà, on questionne, on fait pourquoi on fait ça en fait. Donc si on trouve un pourquoi, si on trouve un sens, forcément on va être plus motivé. Autre idée de l'agilité, c'est l'intuition et la capacité à changer et s'adapter. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les 10, c'est des acteurs du changement, c'est vraiment des agents du changement. C'est souvent des profils qui sont, qui déjà ont passé pas mal de temps à s'adapter à un système pour lequel ils n'étaient pas forcément très adaptés. Et puis, c'est aussi des gens qui aiment bien, comme ils n'ont pas forcément de méthode, puisqu'il n'y a pas l'automatisation, c'est pas bien mis en place. Donc, ils n'ont pas forcément l'habitude ils n'ont pas des automatismes. Donc, ils sont toujours enclins à changer, à aller vers une nouvelle idée, etc. Et c'est aussi l'intuition et l'adaptation. Pour moi, ce que je mets dedans aussi, c'est aussi cette culture de l'oral, en fait, d'être en capacité de pouvoir tous s'exprimer, en fait, de pouvoir tous amener quelque chose au système. Voilà, j'enchaîne. Le flux, le Kanban. Donc, le flux, c'est pareil, c'est un grand truc, en fait, qui apporte beaucoup de choses au 10. Puisqu'on dit qu'il n'y a pas de méthode, il y a une façon de... Il faut leur apprendre à travailler, il faut leur offrir une méthode. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé. Alors là, donc, j'ai le To-Do Doing Done, c'est un truc générique. Ce qu'on voit un peu qui est de travers l'image, c'est ce que j'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps avec mes enfants sur le flux, parce que je n'étais pas du tout dispo là sur ce dernier confinement, c'était un peu le stress et l'angoisse et donc je pouvais pas leur faire j'étais pas dispo l'intégralité de la journée, donc du coup on a fonctionné comme ça de manière un peu opportuniste quand ils avaient un peu de temps pour pouvoir travailler, faire leurs devoirs tout simplement, ça leur permettait d'être assez autonome et d'avoir tout centralisé au même endroit. Donc ça c'est vraiment un autre truc qui on est dans la compensation et on est dans la simplicité d'organisation. Donc, c'est aussi parce que, voilà, pour un 10, c'est difficile de se repérer quand on a des informations partout. Il y a une difficulté à comprendre les consignes. Donc, le flux, le Kanban, ça aide, en fait, à pouvoir s'organiser. C'est un peu le principe pour nous de start finishing, stop starting. Ça, c'est une autre idée d'utilisation du flux, du Kanban. C'est une année d'expérimentation avec mon fils de ces fameuses petites cases. Ça a l'air de rien. À chaque fois, je me dis, ouais, t'en fais un peu, rajoute là sur ce sujet-là. Mais pour moi, ça m'a vraiment occupé un an avec lui. En tout cas, c'était de lui apprendre à voir sa quantité de travail. Donc, avant ça, en fait, on avait passé une année tu travailles 15 minutes et puis si tu n'as pas fini. Donc, on était vraiment sur un engagement de moyens et pas de résultats par rapport aux devoirs. Et puis là, on est passé à l'étape, tiens, on va visualiser ton travail et puis tu vas le faire dans l'ordre que tu veux. Et puis, quand tu as colorié la case, c'est que tu as fini. En fait. Et donc, du coup, c'est pareil. En fait, là, on est vraiment dans du flux. Par exemple, l'écriture, lui, il avait décidé que c'était trop fastidieux de faire toute l'écriture d'une seule fois. Donc, il en faisait que la moitié. Donc, on avait trouvé un système de code où il colorie la moitié. Et ça marche super bien. Et en 2019, là, c'est la photo d'après, c'est lui qui faisait tout seul. C'est-à-dire qu'il faisait tout seul ses croix, et ça ses carrés, pardon. Et puis après, il faisait tout seul son, tiens, je vais faire ça en premier, hop, je colorie une fois que c'est fait, etc. Donc, voilà. C'est une compensation au sens où, pour moi, c'est aussi un peu de la rémédiation parce que ça leur offre une méthode pour pouvoir s'organiser.
Il reste encore un peu de temps. Le mouvement et l'attention. En fait, le cerveau, pour être attentif, il a besoin de mouvement. Par exemple, là, vous ne bougez pas, vous m'écoutez. En plus, je suis dans un écran, donc c'est encore pire. Je n'ai pas fait grand-chose pour attirer votre attention depuis quelques temps. J'essaye, mais c'est quand même compliqué. Donc, votre cerveau, il est un peu en saturation. Et donc, du coup, forcément, il est moins attentif. Peut-être que il y a 2 sujets, vous vous rappelez déjà plus de ce que j'ai dit il y a 2 sujets. Et donc, ça, c'est normal. Le cerveau, il a besoin de mouvement. Et d'autant plus, trouble 10, forcément, il a besoin, en fait, il a une mémoire de travail qui est plus courte. Donc, le cerveau, il a besoin, qu'on lui change les idées et qu'on se remette à travailler après. Donc là, on est vraiment sur l'idée que c'est comme le sport, en fait, ça s'entretient. On va entretenir un peu notre capacité à faire régulièrement. Ça va être, par exemple, en agilité, une cérémonie qui est pile là-dedans, c'est le stand-up meeting. Le stand-up meeting, c'est efficace parce qu'on est debout, parce qu'on sait qu'on a besoin d'une attention forte pendant un très court temps. Et donc, du coup, le fait d'être debout, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Moi, je vois les stand-up, là, depuis qu'on est en distanciel, c'est quand même pas la même dynamique et je pense que c'est pas la même efficacité. Alors après, il y a des justement, on peut compenser différemment le fait d'être à distance, mais le cerveau, il en a vraiment besoin, en fait, le fractionnement, le fait de faire des choses courtes, le fait de considérer, d'avoir besoin de bouger, en fait, hein, et c'est sûr que les 10, eux, ils ont encore plus besoin que les autres de bouger. Et on est à l'avant-dernier sujet. Oui, donc là, c'est typiquement... oui, le mouvement et l'attention, c'est aussi... ce que je voulais partager avec vous, c'était aussi de dire, finalement, apprendre et être en capacité de produire quelque chose, c'est en fonction aussi de ce à quoi on est sensible. Et donc, il y a toujours cette histoire de mémoire. C'est important de pouvoir puiser dans ses ressources personnelles. Et on est tous sensibles à des façons d'apprendre ou d'enregistrer les messages différentes. C'est aussi pour ça que je trouve qu'en agilité, on est toujours en recherche. Il y a le fond obligatoire et il y a la forme qui compte beaucoup, en fait. D'être en capacité de proposer des façons de réfléchir à des sujets, justement en résolution de problèmes. On va être... sur de l'auditif, sur du visuel, sur du toucher, sur le kinesthésique. Donc voilà, il y a l'idée qu'en fait, à travers l'agilité, on va être en capacité d'explorer plein de façons de faire différentes. Typiquement, j'ai essayé là avec mon fils la mémoire kinesthésique. Je lui ai fait travailler ses maths, les yeux bandés. J'avais imprimé les triangles, cercles, etc. Et il devait reconnaître en fait la figure, je ne sais plus comment ça s'appelle, les figures planes, je crois. Bon, bref, ils sont sur une figure plane. Et il devait en fait me donner les caractéristiques, les yeux bandés, en touchant le petit modèle en plastique. Et ça a super bien fonctionné, alors qu'on avait essayé de le travailler où finalement je l'interrogeais avec une feuille. Et là, j'ai senti que, oui, ça lui met la pression. Mais comme à nous, en fait, comme dans nos situations de travail, où finalement, si on se fait interroger en réunion et qu'on est en mode réunion, ça nous met une certaine pression et c'est pas là où on est le meilleur. Et là, ouais, finalement, je voyais bien qu'il voulait deviner dans mes yeux la bonne réponse. Donc, j'ai dit, bon, on va faire autrement. Voilà. Et donc, en agilité, on est toujours en train de se dire, tiens, comment on peut faire pour s'assurer avec tout un tas de techniques de facilitation. Le mouvement et l'attention, c'est aussi tous ces petits gadgets. Alors, là, c'est vraiment plus pour les enfants, pour le coup, encore que c'est les widgets. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont des enfants, potentiellement, ça, dans les cours de récré, ça a été un peu la mode ces derniers temps. Mais c'est la possibilité d'associer des mouvements à une capacité à apprendre. Un dernier sujet, l'anticonformisme et la liberté d'expression. Donc ça, pour moi, c'est pareil, c'est comment faire un atout. C'est très compliqué, notamment pour les TDA qui ont tendance à dire ce qu'ils pensent, mais pas toujours dans les bons contextes. Ça peut arriver à plein de monde d'ailleurs. Et souvent, c'est pas
moi, j'ai longtemps, moi, je suis un peu comme ça, j'ai tendance à dire les choses de manière spontanée. Une fois, j'ai dit comme ça, on me présentait quelqu'un de nouveau dans l'entreprise, et puis le responsable du site dit ben voilà, je te présente, hein. Et il me dit oui, je l'ai dit parce que tu dois le savoir parce que je vous ai envoyé un mail à ce sujet. Et moi je lui ai dit ben en fait non, je lis pas tous tes mails. Et là, bon, moi ça m'a pas choqué de lui dire ça, mais la personne qui était avec moi, elle était hyper choquée. Elle me dit tu peux pas dire ça à ton big boss quoi. Si, enfin voilà. Et donc pour moi, en agilité, les personnes qui disent ce qu'elles pensent, encore une fois, elles font un cadeau en fait au groupe. Et on fait tout pour justement, typiquement quand on est en safe, à la fin d'un PI planning, mais on va venir voir, tiens, s'il n'y a pas quelqu'un qui a vu quelque chose que le reste du groupe n'a pas vu. Et du coup, on lui donne l'opportunité de le dire et de pouvoir aider le collectif par rapport à ça. Donc, la liberté d'expression, en agilité, c'est permis, voire même enfin pas encouragé, mais en tout cas c'est recherché en fait. Donc pour moi c'est une vraie révélation pour tous ces atypiques qui s'empêchent de le dire dans d'autres contextes ou qui n'y arrivent pas mais qui subissent du coup les conséquences. Là, il y a une certaine sécurité qui permet de pouvoir en faire usage pour le groupe. Ah oui, alors ça, je vous ai mis un exemple d'anticonformisme, toujours dans la compréhension des consignes. Si on regarde les consignes d'une autre manière, colorie la moitié des voitures en rouge, il a colorié la moitié des voitures en rouge. Donc, c'est QFD. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que quelque part, comprendre qu'on peut tous interpréter les choses de manière différente. Je trouve que c'est bien parce que si on utilise ça pour le produit, ça veut dire que la consigne, elle n'est pas claire. Donc, si on fait le parallèle avec une US, si une US, elle n'est pas claire, oui, on peut avoir la moitié des voitures coloriées en rouge, alors que ce n'est pas du tout ça qu'on envisageait, finalement. Donc, je trouve que ça donne aussi du sens à le temps qu'on passe en agilité, à se poser les questions en amont avant de vouloir tout de suite faire. Et enfin, le dernier, qui me sert beaucoup, beaucoup. En fait, j'ai parlé beaucoup de cadeaux, mais pour moi, c'est le cadeau ultime que fait l'agilité au 10, c'est le cadre. Parce que le cadre, c'est pas l'autorité. C'est deux choses différentes. Hein. C'est vraiment un cadeau. C'est-à-dire, on met les choses et les tâches dans des cases, mais du coup, on met pas les gens. Puisqu'en fait, on l'a vu avant, en fait, on en a besoin de gens différents qui réfléchissent différemment. C'est hyper riche pour les problèmes à résoudre ou pour les produits à construire. Et du coup, en fait, pour garantir que tout ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un cadre en agile. Et le cadre, c'est ce qui va permettre à quelqu'un qui a les troubles 10 de ne pas avoir à réfléchir, à s'organiser, en fait. Comme il y a un peu un déficit de méthode, ou pas forcément un déficit, mais une certaine lassitude de méthode, c'est compliqué d'être motivé. Voilà, pour un 10 adulte ou un TDA adulte, faire la vaisselle, c'est coûteux. Réfléchir à une problématique, faire une organisation de quelque chose de très compliqué, ça va être facile, mais par contre, faire une tâche répétitive quotidienne, ça va être plus difficile. Donc là, le cadre, lui, il garantit qu'on fait les choses et puis qu'on le fait dans un certain état d'esprit. Si on raisonne du coup pas uniquement cadre au sens rôle, cérémonie, etc., mais plus vraiment le cadre en lui-même, ça peut donner ça aussi, c'est-à-dire que oui, quand on a une incapacité à se concentrer, donc là on est vraiment retourné sur le déchiffrage pur, mettre un cadre, ça permet de se concentrer que sur ce qu'on a à faire et pas là, mon fils, par exemple, il trouvait qu'une fiche, c'était trop, quoi, quand il voyait arriver la fiche. Et puis, en plus, il avait le regard qui partait partout. Donc, le cadre, ça permet aussi de se concentrer que sur la tâche qu'on a à faire, sur le moment où on a à la faire. Et puis, finalement, de gagner sa confiance en faisant. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait aller assez vite et que finalement, ce truc, on pouvait le faire 5 minutes, c'était fait, quoi. Et ça lui permettait aussi de ne pas avoir le regard qui part partout, parce que dans la fiche, il n'y avait que des gueux partout.
Donc, c'est hyper compliqué quand on est dyslexique de pouvoir se concentrer que le G, le GUS, là, de le différencier avec les autres. Quand tout est au même endroit, c'est plus difficile. Si on prend un multi-exemple, là, côté professionnel, c'est la visualisation comme cadre collectif et d'une certaine manière l'anticonformisme qu'on peut trouver à faire de la facilitation graphique. La facilitation graphique, c'est une forme d'anticonformisme pour moi. C'est-à-dire que c'est aller au-delà du compte-rendu de réunion, de la formalisation par arborescence, encore une fois, et se concentrer sur des messages importants et offrir au cerveau de tout le monde une visualisation, tout en ayant un cadre collectif. Donc, voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec cet état d'esprit d'offrir un cadre. Ça, c'est aussi un autre multi-exemple, mais plutôt côté enfant cette fois, c'est de dire un code couleur, en fait, qui permet, donc là, on est quand même clairement à la fois dans la compensation et la rémédiation. Donc ça, c'est pareil, c'est mon expérimentation de cette année, où tout avait la même couleur, c'est-à-dire sur le planning, dans le meuble et sur le cahier, ce qui permettait à mon fils de pouvoir être autonome pour faire son sac. Voilà. Il reste 2 minutes. Oh là là, oui. Eh bien, j'ai fini. Du coup, ça s'est passé trop vite à la fin. Et du coup, quand on accompagne une organisation, eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est de penser compensation, rémédiation et révélation. Et compensation, et de se rendre compte si, en fait, on est dans la compensation quand on accompagne dans la rémédiation ou dans la révélation de l'agilité à plus grande échelle. En gros, si on est dans la compensation, c'est les rendre visibles pour que la compensation, elle soit temporaire, en fait. Que ce ne soit pas du quick and dirty, parce que forcément, à force, on installe des antipatterns, comme par exemple un PMO d'un trio safe, dire attention, là, on est dans de la compensation, on est OK là-dessus, mais c'est de la compensation. C'est pareil pour la rémédiation. La rémédiation, c'est très coûteux, parce qu'en fait, c'est l'orthophoniste de l'agilité, où c'est passer 3 mois à essayer de changer notre façon de travailler, c'est coûteux et c'est courageux. Donc, on ne peut pas le faire systématiquement non plus. Et puis ensuite, miser sur la révélation. Sur quoi on peut compter qui existe déjà en interne? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est un client super adapté pour faire de l'agile? En gros, qu'est-ce qui va permettre de se retrouver révélé grâce à l'agilité? J'ai fini. Ça, c'est un exemple de toutes les petites choses que je vous ai parlé, mais ce n'est pas très important. Est-ce que vous avez des questions? On a le temps pour les questions ou pas, Patrick? Oui, c'est bon. Eh bien, il va nous rester une petite minute. On peut peut-être en prendre une, mais surtout, je voudrais profiter de ce temps-là pour inviter les participants à venir t'écrire un petit mot sur le klaxon. Voilà, qui est là. Mais tout... Ah, parfait. Magnifique. D'abord, je voudrais te remercier, en tout cas à titre personnel. J'ai beaucoup apprécié ce moment. J'ai un widget, un petit fidget, moi-même, Fidget Cube, que j'avais acheté à l'époque du Kickstarter d'ailleurs, que j'adore. Alors, nous, on a une question. Oui. La question se déplace toute seule et elle arrive. Je parle par là. Ouais, vous m'entendez à peu près? Non, oui. En fait, c'est... Ah non, j'entends plus là. Ouais, tu m'entends toujours pas? Si, c'est bon. Sinon, je peux parler très fort. Moi, c'était la question sur l'inclusion des personnes handicapées, parce que finalement, là, ce que tu nous dis, c'est que le modèle agile, il est plutôt pas mal pour elles. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet pervers, le côté les cycles courts, les règles qui changent finalement souvent? Est-ce que ce n'est pas difficile pour elles d'être à un moment de leur zone de confort, parce que du coup, ça les oblige d'être toujours dans l'apprentissage? Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oui. Alors, c'est vrai que moi, là, c'était vraiment sur les troubles 10. Donc, sur les troubles 10, je pense que c'est plus un cadeau qu'une problématique. J'ai déjà échangé avec des gens qui étaient plus spécialistes, par exemple, sur l'autisme. Et typiquement, c'est aussi une autre façon c'est d'autres particularités à prendre en compte. Par exemple, les autistes, on s'est vraiment posé la question, ça peut être plus difficile, plus douloureux, en fait, le modèle agile, parce qu'il y a cette grande dimension collective qui peut parfois mettre très mal à l'aise les gens qui ont de l'autisme.
Mais par exemple, du coup, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de considérer les choses parce que finalement, on a tous des façons de faire différentes, on a tous des douances et des difficultés. Voilà, c'est comme ça, on fonctionne tous différemment. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de se poser la question, en fait, en fonction de son équipe. Là, par exemple, un truc qu'on a testé avec ma collègue là, de l'époque, c'est la priorisation silencieuse. Et ça, c'est génial parce que ça repose, en fait. Tu vois, t'interdis le fait de devoir convaincre les autres parce que c'est souvent un concours d'éloquence et c'est souvent les mêmes profils qui sont bons à ça. Et donc, du coup, tu peux révéler, tu vois, différentes façons de penser. En fait, je pense qu'une fois qu'on met le pied dans la porte, tu vois, pour réfléchir à ça, je pense qu'on trouve les solutions pour les autres profils. Moi, je crois que c'est plus de l'inclusion que... J'ai pas l'impression que ça change, que les règles ne changent pas régulièrement. C'est plutôt... voilà, ça change quand il y a besoin, mais sinon, en fait, ça roule. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Merci pour cette merci pour la question question. Intéressante. Ouais. Ouais. Je retiendrai convaincre que c'est un concours d'éloquence qu'il faut que j'arrive à replacer. Ben ouais, c'est toujours les mêmes qui sont. Puis il y en a, ils font ça depuis des années, alors forcément, au bout d'un moment, ils sont bons. Eh bien, merci à tous. N'oubliez pas le klaxon, hein, bien sûr. Merci, Marie. Et puis, j'espère à bientôt. Ouais. Voilà, Oui. Non, si jamais vous voulez voir toutes les petites astuces que j'ai mis en place, j'ai un compte Instagram sur lequel je publie. Je dis ça aussi pour toi, Patrick, parce que comme on en a parlé avant, peut-être que ta connaissance là, tout ce dont j'ai parlé là et plus, c'est sur mon compte Instagram. Avec plaisir. Voilà. Bonne fin de merci journée beaucoup. à tous et merci encore. Ouais. Merci à toi. Salut. Salut.